BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, les experts crypto, à nos côtés, chaque jour à cette heure-ci. Lilian Liaga, rédacteur pour Cryptost. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Cryptost, j'essaie de bien le prononcer. Bilal El Alami nous rejoint également. Bonjour Bilal. Bonjour messieurs. Bienvenue, cofondateur de Pirates Labs, un serial entrepreneur. Vous avez fondé plusieurs boîtes dans l'écosystème du Web3 à une époque où il était encore balbutiant. Vous nous expliquerez tout et vous nous direz comment vous voyez l'avenir. Avec grand plaisir. Et puis Xavier Fenot aussi avec nous pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver Xavier. Bon, le CAC 40 s'offre un nouveau plus historique. C'était en milieu d'après-midi tout à l'heure. Le Bitcoin, lui, refranchit à la hausse. Xavier, la barre des 30 000 $. 30 233 en ce moment. Oui, ça va un peu mieux. Hier, c'était une séance un petit peu morose, mais bon voilà, Bitcoin aujourd'hui plus de 2,5%, l'Ethereum ne suit pas plus 1,5%. Et vous vous souvenez, Guillaume, vendredi, on parlait ici dans Pro des Cryptos justement le possible essoufflement du Bitcoin après 80% de hausse depuis le début de l'année et un passage de relais aux altcoins. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a une rotation qui est en train de s'opérer, parce que je rappelle que Bitcoin faisait presque cavalier seul depuis des semaines. Alors je dis presque, parce qu'il y a l'Ether qui essayait de suivre le pas, et il a bien rattrapé d'ailleurs quand même 70% de hausse depuis le 1er janvier pour Ether. Ça nous donne donc en fait depuis quelques jours une baisse de la dominance du Bitcoin qui passe de 49 à 47%, et des altcoins qui repassent devant Bitcoin en performance depuis un mois. Alors je peux en citer quelques-unes comme FTM, NIR, Solana, Link, Litecoin. Alors ça dynamise, c'est vrai que ça dynamise quand même le marché crypto. Il faut dire que les marchés traditionnels aident bien. Donc pour les niveaux clés, on a 29 000 $ sur Bitcoin. C'est le niveau à très court terme à tenir pour rester dans cette dynamique positive. C'est la précédente résistance qui fait maintenant office de support. 31 000 $ à passer pour libérer un nouveau potentiel à court terme. Sur l'Ether, invalidation de cette dynamique. Alors l'invalidation un peu plus lointaine parce qu'il a pris de l'élan quand même depuis ces derniers jours. C'est 1 900 $ à ne pas rompre et 2 150 $ au-dessus de la tête. Plus haut de l'été 2022, ça c'est le gros morceau à passer. Donc après, c'est vrai qu'après une belle envolée du Bitcoin et d'Ether, alors dont le mouvement aussi est toujours d'actualité. Je rappelle, comme hier par exemple, quand on perd 3%, après en avoir gagné plus de 13% en 3 jours, ça ne s'appelle pas un retournement de tendance, c'est une respiration. C'est vrai qu'on peut se poser la question du timing aujourd'hui sur ces niveaux. Et dans la mesure où on a une rotation vers des altcoins qui est en train de s'opérer, on préfère probablement faire du crypto picking aujourd'hui en se laissant porter le plus longtemps possible. Je termine juste par rapport à cette hausse fulgurante qu'on a eue quand même depuis ces derniers mois, avec le retour effectivement de ce beau ciel vert qu'on a partout. N'oublions pas quand même de contrôler régulièrement son exposition, ça évitera d'avoir mal au premier coup de soleil. Effectivement, bien dit. Xavier Fenot nous accompagne pour Interactive Trading et on va continuer d'ailleurs de mesurer pour l'Ether et l'Ethereum les impacts de la récente mise à jour. Grâce à vous, Lilian, ça fait quoi? Ça fait 6 jours maintenant qu'a eu lieu cette 5-6 jours qu'a eu lieu cette mise à jour sur Ethereum. On en est où? Plus d'1 million d'Ether ont été retirés. On a maintenant le chiffre. 1 million, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Qu'est-ce que ça nous dit du niveau de confiance dans l'avenir d'Ethereum? Ouais, c'est important de faire un point. On a pas mal de données on-chain, finalement, grâce à ce que nous offre la blockchain. Ça fait donc quelques jours, 5-6 jours que la mise à jour a eu lieu. C'était un événement quand même très important pour Ethereum, cette mise à jour Chapella, qui est aussi connue sous le nom de Shanghai, qui fait suite à The Merge en septembre dernier, donc le passage au Proof of Stake. Il manquait vraiment un élément clé pour Ethereum, c'était la possibilité de retirer les Ethers qui étaient en staking. Maintenant, c'est fait. Et justement, comme vous le disiez, Guillaume, il y a un petit peu plus d'1 million d'Ethers qui ont été retirés du staking. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Pas forcément. Quand on compare, il y avait 18 millions d'Ethers qui étaient positionnés en staking depuis que ça a été rendu possible en octobre 2020, je crois. Donc c'est un petit pourcentage. Il y a encore 1 million d'Ethers qui attendent dans la queue pour être retirés, donc ça doit prendre encore 1 ou 2 semaines à être opéré. Ça représente au cours actuel environ 2 milliards de $, donc c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas vu un impact particulier sur le cours, comme l'expliquait Xavier tout à l'heure. Même si par cette mise à jour, les gens peuvent retirer leurs Ethers, en fait, ils sont relativement peu nombreux à choisir de le faire. En fait, c'est ça qu'on retient. C'est ça. Et justement, il y a quelques métriques qu'on peut obtenir grâce à la blockchain, notamment le fait que sur ce million d'Ethers, par exemple, on peut, si on s'attarde un petit peu sur le pourcentage de gens qui souhaitent retirer complètement leur nœud validateur, c'est-à-dire clôturer leur nœud, retirer tous leurs Ethers, eh bien ça représente que 5% de tous ces retraits. En fait, 95% des utilisateurs ont simplement retiré leur récompense. Comme ça faisait déjà un petit moment qu'ils avaient leur nœud validateur, il y avait déjà quelques récompenses qui étaient stockées. Donc, ils ont choisi juste de récupérer la différence. Donc, quand même, 95%, c'est assez énorme. Bon, ça représente, 1 million d'Ethers, mais voilà, c'est plutôt positif par rapport à la confiance qu'ont les validateurs envers Ethereum. Et puis, il y a une autre métrique qui est assez intéressante aussi à retenir, c'est le fait que
Le fait que, c'était tout ce que j'avais à dire, voilà. sur Ethereum. Vous aviez tout dit. Moi, j'avais tout dit. Vous avez été trop efficace. Ouais, voilà, exactement. Beaucoup plus que vous ne l'aviez prévu. Je pensais qu'il y avait plus d'informations à raconter, mais bon, c'est vrai que c'était la seule actualité. Bon, voilà, non, mais c'est intéressant. 5-6 jours après, donc on en est à 1 million d'Ethers retirés, mais il y a encore 1 million à venir dans le pipeline, c'est ça ? Il y a encore 1 million à venir et ça devrait prendre encore 1 ou 2 semaines à peu près. L'avenir de l'écosystème, il sera aussi ce que les régulateurs en feront. Or, les régulateurs américains poursuivent leur lent réveil. La SEC, le gendarme des marchés américains, s'intéresse désormais aux exchanges décentralisés. Elle veut les ajouter au champ des exchanges, c'est-à-dire des plateformes d'investissement et d'échange de crypto plus classiques. Enfin, est-ce qu'elle va y arriver ? C'est la grande question. On sait que la SEC, depuis quelques semaines, s'attaque pas mal à l'écosystème crypto, à l'industrie des crypto-monnaies. Alors jusqu'ici, c'était plutôt les plateformes d'échange centralisées ou les plateformes de type staking as a service, donc les plateformes qui permettent d'offrir des services autour du staking. Et là, on se demandait justement, est-ce qu'à un moment donné, ils vont se tourner vers la finance décentralisée ? Moi, c'est le cas. Il y a eu Gary Gensler, donc, qui dirige la SEC, qui a émis une proposition d'ajouter les échanges décentralisés dans la définition d'un échange dans le cadre réglementaire de la SEC. Donc c'est évidemment un gros sujet. Dans quelle mesure est-ce que la SEC pourrait réussir à réguler cet écosystème décentralisé ? Déjà que ça semble compliqué pour eux de s'attaquer aux plateformes centralisées. Les plateformes décentralisées, il y en a beaucoup plus. En plus, il n'y a pas vraiment d'entité physique derrière. Donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir opérer ça ? C'est la grande question. Et c'est une question aussi qui divise au sein de la SEC elle-même. Donc j'avais une citation qui est tirée d'un des commissaires de la SEC qui s'appelle Esther Pierce, qui a expliqué: plutôt que d'embrasser la promesse des nouvelles technologies comme nous l'avons fait dans le passé, nous proposons ici d'embrasser la stagnation, de forcer la centralisation, d'encourager l'expatriation et de saluer l'extinction des nouvelles technologies. En conséquence, je ne suis pas d'accord. Donc concrètement, voilà, ça divise vraiment au sein de la SEC. Ouais. Il y a un vrai débat et en plus, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent sur le fait que les décisions récentes de Gary Gensler au sujet de l'écosystème des crypto-monnaies sont plutôt négatives et parfois même incompréhensibles. Et notamment, par exemple, l'exemple qui est souvent sorti, c'est celui de Coinbase. Coinbase qui est vu un petit peu quand même comme le bon élève aux États-Unis. Ils font des pieds et des mains pour essayer de se conformer au cadre réglementaire. Et en retour, ils récupèrent plutôt des amendes et des sanctions assez solides. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a eu Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase, qui a expliqué que éventuellement, si ça ne s'arrangeait pas aux États-Unis, il pourrait décider de quitter les États-Unis et d'arriver en Europe, au Royaume-Uni. Alors voilà, est-ce que l'Europe va tirer les marrons du feu et profiter de cette instabilité réglementaire américaine ? C'est le gros sujet en ce moment. On voit que la régulation avance en Europe, en France évidemment. On s'en plaignait, mais au moins ça apporte une forme de visibilité. Il y a une vraie bataille en tout cas en ce moment entre tout ça et l'Europe tire un petit peu l'épingle du jeu. Alors Bilal El Alami nous accompagne, le cofondateur de Piraz Labs. C'est un serial entrepreneur justement qui investit dans cet écosystème du Web3 depuis quelques années, avant que ça devienne véritablement à la mode. Vous accompagnez des entreprises qui tentent de se lancer. On va rentrer dans le détail de ce que vous proposez, mais ces questions réglementaires, elles sont importantes, on imagine. Bien sûr. Vous vous dites quoi ? Vous vous dites que l'Europe va tirer les marrons du feu ? C'est tous ces aléas, cette instabilité réglementaire actuelle américaine pourrait rendre l'Europe, par comparaison, d'un coup beaucoup plus attractive. Ouais. Bien sûr. Non, mais on le voit bien, le bras de fer qui s'entame entre les acteurs privés et les régulateurs aux États-Unis en font presque une pièce de théâtre que le reste du monde regarde en mangeant du popcorn. Donc non, clairement, il y a un avantage compétitif à le faire en France. Il y a une vraie tendance après Berlin, Londres. Paris est une vraie place attractive à l'image de Binance, de Circle et même Coinbase qui veut ouvrir son bureau européen en France. Les talents, on le sait depuis la nuit des temps, ils sont excellents ici. Avec le Covid, ça a fait qu'ils restent en France. Et donc, il y a un vivier à la conjonction de cette opportunité réglementaire et business et le fait d'avoir les talents sur place. Donc, c'est clairement positif pour notre écosystème en France. Ah oui. Coinbase voudrait ouvrir un bureau en France, faire de la France son hub européen également ? Alors, d'après les actualités qu'on a aujourd'hui, pas forcément la France, plutôt il y a des rumeurs entre la France et l'Angleterre. Ah bon, vous voulez dire, voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. Bon, mais il n'y a pas que la France qui est dans les rangs. En tout cas, Coinbase ne regarde pas que la France pour choisir son hub européen. Non, mais en tout cas, elle regarde quand même la France. Oui. Et vous mettez en valeur la France aussi parce que vous accompagnez justement, et c'est votre boulot, c'est ce que vous proposez avec Piraz Labs, vous accompagnez les entreprises qui se lancent, qui portent des projets dans le Web3. Vous espérez qu'elles seront de plus en plus nombreuses. C'est pour ça que vous nous dites aujourd'hui, l'Europe est merveilleuse par rapport aux États-Unis et la France particulièrement. Ça vous fera plus de clients à terme ? Non, mais alors, je le veux, au-delà de ce que je veux, les faits sont là.
Il y a énormément d'acteurs en France, que ce soit à l'image de Ledger, à l'image de Sorar, à l'image de Kaiko, à l'image de Coinhouse, qui sont les plus grosses levées de fonds dans l'écosystème Web3 et qui sont des boîtes françaises. Donc d'abord par des faits. Et en effet, chez Pirates Lab, on est un groupe qui est sur 3 volets. L'accompagnement des entrepreneurs, on fait ça à travers les 1000 mètres carrés de locaux qu'on a au niveau de la Porte d'Asnières. Le deuxième volet, c'est l'éducation. On a récemment lancé la Blockchain Business School pour essayer de standardiser la manière dont on certifie les compétences et les talents dans cet écosystème. Et puis, adossé à l'accompagnement des entrepreneurs, il y a le financement de l'innovation. Et on est un investisseur assez actif car on a investi à date dans une 30aine de sociétés et on investit environ dans une société tous les mois. Et la question des financements, avec la hausse des taux d'intérêt des banques centrales, donc la hausse des coûts de financement, est-ce que vous sentez que l'accompagnement que vous proposez est d'autant plus utile que les entreprises, les porteurs de projets en tout cas, ont plus en plus de mal avec la hausse des taux à trouver aujourd'hui et désormais des financements? C'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 1, 2 ou 3 ans? La hausse des taux, c'est pas c'est pas la seule problématique qui a engendré ça. Je pense qu'il y a aussi un cycle économique, un cycle macroéconomique de tension où il y a beaucoup d'incertitudes. Des scandales aussi qui peuvent refroidir certains financiers. Des scandales également, mais beaucoup d'incertitudes au niveau macroéconomique qui fait que les investisseurs, qu'ils soient de l'écosystème Web3 ou non, ont beaucoup plus de difficultés à déployer leur argent parce que, au vu de cette incertitude, ils préfèrent garder l'argent que de l'investir trop vite. Au-delà de ça, il y a une opportunité. L'opportunité de, lorsque l'on fait cet investissement, d'avoir un accompagnement très qualitatif, très personnalisé. Chez Pirates Lab, on travaille pour les boîtes dans lesquelles on investit. On n'est pas seulement des investisseurs passifs. Et c'est cette proximité qui nous permet d'infuser dans les entrepreneurs notre expérience entrepreneuriale, notre expérience technologique, qui permettra à cet entrepreneur de faire ce que j'appelle le 0 to 1, de la manière la plus qui minimise l'erreur et qui maximise le temps de déploiement. C'est-à-dire que vous apportez les solutions de financement aux projets et vous les accompagnez. Vous accompagnez ces créateurs de projets. C'est du capital investissement en quelque sorte. Alors, c'est du capital investissement ou du venture capital, mais avec cet accompagnement. Donc, j'aime bien dire qu'on est un peu des consultants pour les boîtes dans lesquelles on a investi et on est un investisseur. Et après avoir investi, on travaille pour ces boîtes-là. Elles nous payent notre salaire et on les aide pendant 3 mois à 1 an, à l'image de mon rôle chez Dogami, le jeu, le remake de Tamagotchi Nintendogs qui est joué dans plus de 120 pays aujourd'hui, est sorti de Pirates Lab. Et c'est dans ce cadre que j'étais CTO de Pirates Lab, parce que j'infusais mon expérience technologique au projet. Alors justement, vous parlez des jeux vidéo dans lesquels vous avez beaucoup d'expérience. Sur la démocratisation du Web3, on parle beaucoup de la démocratisation par l'utilité des tokens et du Web3 pour le monde de l'art, pour le monde du spectacle, pour le monde des jeux vidéo également. Vous estimez qu'on en est où de la démocratisation? On va dans la rue, on dit Web3, personne encore nous comprend. Et même sur BFM Business, on en parle désormais, parce que tout ça se développe. Mais dans la rue, c'est pas encore démocratique. Comment est-ce que vous voyez, quelles sont selon vous les conditions, quels seront les passages, les étapes nécessaires pour que se démocratise la thématique Web3? La première, c'est à l'image de la Blockchain Business School qu'on a créée. Je pense qu'il faut marteler au niveau de l'éducation. Il faut créer des programmes standardisés qui adressent différents profils, qui soient jeunes ou professionnels, dans différents formats, que ce soit en ligne, en présence. L'éducation, c'est vraiment ma priorité de cette année, parce que c'est ce qui va nous permettre en effet de dépasser ce plafond de verre des gens qui sont intéressés par la technologie ou la blockchain en l'occurrence, ou des use cases financiers qui étaient la plupart des use cases jusqu'à présent. Donc l'éducation et le passage obligé, et pour Pirates Lab, c'est l'une de nos priorités. Oui, et sortir aussi le Web3 du gaming. Enfin, bien sûr, il sera très important pour l'avenir du gaming, et le gaming sera important pour l'avenir du Web3, mais tout passera par le gaming, ou on peut imaginer l'avenir du Web3? Non. D'ailleurs, les applications les plus claires, c'est celles qui sont liées à la traçabilité. Depuis 2018, Walmart utilise la blockchain pour faire de la traçabilité. Je crois que c'est Monoprix en France qui utilise la blockchain pour tracer les colis qu'elle envoie. Il y a des applications qui utilisent la blockchain pour la traçabilité dans le vin, la traçabilité dans l'art, vous l'avez cité Guillaume. La traçabilité dans le vin, on peut expliquer en quoi ça? Oui, bien sûr. Ces activités, on a une boîte dans le portefeuille de Pirates Lab qui s'appelle Intercellar, qui est une plateforme de négoce où chaque NFT agit comme un passeport digital lié
à la bouteille. Et donc ça permet à tout un chacun de pouvoir collectionner des bouteilles sans s'encombrer du stockage et de la qualité du stockage qui va avec. Et ça permet au château d'avoir un lien direct avec ses consommateurs. Et en conservant la bouteille pour le compte des consommateurs, de garantir la provenance de cette bouteille. Parce qu'une bouteille est échangée environ 7 fois avant d'être bue. Donc dès qu'elle sort du château, en réalité, on n'a plus aucun moyen de vérifier la provenance de cette bouteille-là. Donc voilà, je pense que la démocratisation ne va pas venir par une industrie ou une autre, elle va venir par un tsunami d'applications. Et c'est cette plateforme qu'on a voulu créer avec Pirates Lab pour favoriser, pour catalyser l'entrepreneuriat dans l'écosystème et ce cercle vertueux qu'on a créé entre l'éducation, le financement et l'accompagnement. Vous essayez d'éduquer de plus en plus de monde au Web3. L'AMF manque de talent aussi pour délivrer des enregistrements, des agréments même. Il n'y a toujours pas d'agrément PSAN en France. Par contre, on manque de talent, évidemment, dans cet écosystème qui reste nouveau. Les compétences sont trop rares par rapport aux besoins. Tout à fait. Vous pensez que des gens, de futurs recrues de l'AMF pourraient passer par exemple par votre école ? Écoutez, il y a des gens de LinkedIn, de Facebook, de Merch, de Groupe Peter Camp qui participent déjà à notre première cohorte. Donc, avec grand plaisir d'accueillir les gens de l'AMF. La problématique de l'AMF... De futurs talents de l'AMF. Ils ont besoin de recruter de futurs talents, former des compétences pour leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Tout à fait. On a aussi des juristes qui pourraient travailler avec l'AMF. Je crois qu'on parlait de la SEC. Le problème de l'AMF, c'est que comparé à la SEC, elle manque énormément de budget. Et je pense qu'il faudrait d'abord travailler sur le budget de l'AMF qui permettra d'accompagner un peu plus les acteurs. Bilal El Alami, cofondateur de Pirates Labs, donc serial entrepreneur depuis 2021 dans cet écosystème. Non, ma première boîte, EquiSafe, qui était une fintech qui a implémenté la technologie de blockchain pour tracer les registres d'actionnaires d'une société, a été fondée début 2019. Donc c'était notre première expérience. Et puis après un product market fit d'EquiSafe, on a voulu aller plus loin. Ouais, 2019, vous faites déjà partie des anciens, hein, même si c'est récent. Merci de nous avoir accompagnés. Donc Bilal El Alami, Lilian Liaga qui nous accompagne régulièrement, rédacteur pour Crypto. C'est donc l'actualité que vous nous permettez de vivre au jour le jour avec vos équipes. Et puis Xavier Fenot aussi nous accompagner pour Interactive Trading.